Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Dans cet épisode, nous aborderons des sujets sanglants et délicats. Donc, je recommande l'écoute uniquement à un public adulte. Comme je le dirai dans quelques secondes, nous parlerons d'antichristianisme, des bêtes de Satan, mais surtout, nous parlerons avec une personne repentie. Sinon, je n'aurais jamais pu avoir une conversation de ce genre. Je vous demande donc d'écouter l'épisode jusqu'à la fin, sans jugement, en évaluant chaque passage. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. La deuxième épreuve de courage, c'est celle du délit. Ça n'a pas lieu la même soirée. Non. Ça a lieu 17 jours plus tard. Comment ils font pour les faire venir tous les deux ce soir-là ? Ils leur disent que c'est une épreuve de courage. À elle, ils disent que c'est lui qui doit payer. À Fabio, ils disent que c'est elle qui doit payer. À moi, on me dit que je dois faire une épreuve de courage, sans jamais préciser que personne ne devrait vraiment payer. Les deux autres devaient aussi venir, eux aussi. Ensuite, ça aurait dû être un affrontement. Mais personne ne reculait jamais devant les épreuves de Non, courage. absolument pas. Et si tu reculais, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, t'étais un faible. Et si tu étais un faible, qu'est-ce qui se passait ? Tu étais exclu du groupe. Ce qui, pour certains, était peut-être Non, la solution. en non ? réalité, c'était la meilleure chose à faire. Partir, tout simplement. Mais ça n'est jamais arrivé. Ça s'est passé avec ce garçon dont je t'ai parlé, celui qui avait réussi à sortir. Oui, mais il a pas été exclu, il a dû Il se a dû cacher. s'enfuir, oui. Parce que s'éloigner, ça veut dire si je t'attrape, je te finis. Oui, mais comme on n'avait pas encore franchi cette limite de finir quelqu'un, Personne ne pensait à ça. bien sûr, finir quelqu'un, ce n'était pas encore réel. Donc, cette dernière épreuve qu'on devait faire, la plus grosse, c'était en théorie un affrontement. Et celui qui gagnait, il devenait, disons, le conquérant. Tu parles de cette soirée où vous étiez censés être 3 à la faire ? Toi, Fabio et Chiara ? À 5. À 5 parce qu'il y avait 2 autres qui devaient... 2 jeunes ? Non, c'était 2 anciens. Ils devaient en plus nous surveiller et s'affronter avec Ah, nous. donc même les anciens devaient faire les épreuves de courage ? Non, juste celle-là. C'était la première fois ? Oui. Parmi eux, il y avait celui qui a bouleversé tous les équilibres du groupe, qui a apporté la violence dans le groupe, et un autre qui avait été entraîné parmi les anciens, les tout premiers, qui avait accepté de faire cette chose. Et en quoi consistait l'épreuve ? Ce n'était pas très clair, en fait. Parce qu'à elle, on lui avait dit ça, à lui, on lui avait dit ça, et moi, on m'avait dit que c'était une épreuve générale. Du coup, je devais aussi être contre tout le monde, si je voulais. Mais en réalité, ce n'était pas comme ça. Et comment se sont déroulés les événements de cette soirée ? Alors, revivre ça maintenant, comme ça a toujours été, c'est très lourd. Je peux te dire qu'au niveau psychologique, il n'y avait ni l'intention, ni la prise en compte que quelqu'un pouvait vraiment mourir ce soir-là. Il y avait juste l'idée que c'était quelque chose, peut-être la chose la plus lourde qu'on ait jamais faite. On nous avait dit que, pour que ce soit crédible, à part moi, Fabio et Chiara, les autres auraient creusé la fosse, parce que c'était du sérieux. En fait, ni Fabio, ni Chiara, ni moi, on n'avait jamais vu la fosse avant d'être là ce soir-là. Elle avait déjà été creusée ? Oui. Donc vous arrivez là-bas et... Avant d'arriver, il y avait une personne, Bontad, qui devait faire le guet. Mais il n'était pas venu ce soir-là. À ce moment-là, j'ai dit... Bon, allons-nous-en. De toute façon, s'il n'est pas là, à quoi ça sert ? Je n'y donnais pas beaucoup d'importance. Mais les autres ont insisté. Non, non, il faut absolument y aller ce soir. Alors, ils nous ont amenés là, dans la forêt, Où ça ? à Somma Lombardo. Et quand vous arrivez là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les 2 anciens avaient des torches. Imagine une forêt en janvier
En hiver, il n'y avait même pas la lune. Noir complet, au milieu d'une forêt dense. Je me souviens qu'ils éclairent un point avec les torches et on voit tous qu'il y a une fosse creusée. Et puis, Fabio et Chiara meurent. Comment ça? Avec des coups de couteau et des coups de marteau. Mais seul Fabio a reçu des coups de marteau. Et ça aurait dû être moi qui les ai donnés. Heureusement, je ne me souviens de rien. Mais quand tu es arrivé, tu ne te souviens pas des consignes? Comment ça s'est passé exactement? Ouais, je me souviens que quand on est arrivé, que j'ai vu la fosse, je les ai vus armés. À ce moment-là, je n'ai pensé qu'à une chose. Il faut que je tue tout le monde. C'est fini. Puis je me suis retrouvé avec un coup de couteau à la main. Mais je ne peux pas te dire comment c'est arrivé. Ils ont paniqué. Et ensuite, tu te souviens physiquement de ce que tu as fait? Je veux dire, tu te souviens d'avoir tué Fabio? Ils te l'ont raconté? Quel souvenir as-tu de cette soirée? Heureusement, je ne me souviens de rien. Rien du tout. Non, de Fabio et Chiara, je ne me souviens de rien. Je me souviens juste du sang que j'avais, puis ensuite du récit qu'on m'a fait. Ils te l'ont raconté le lendemain? Un peu la même soirée, pendant qu'on rentre. Quand tu reviens à toi et que tu prends conscience, que se passe-t-il en toi? 1 an plus tard, on m'a vraiment dit ce qu'ils avaient fait. Et on m'a dit que mon sang était là. Si je parlais, c'était mieux que je ne le fasse pas, parce que de toute façon, c'est moi qui aurais payé. Elle était là, dans la fosse? Oui. Donc, on peut dire qu'il te tenait en joue quand tu as compris la gravité de ce que tu avais fait. Tu Oui. savais qu'il y avait un point de non-retour, que tu ne pouvais pas revenir en arrière. Exactement. Est-ce que tu as passé d'autres épreuves de ce genre? Je dis épreuve parce que pour toi, ce soir-là, c'était une épreuve de courage. Oui. Ce n'était pas un meurtre. Non. Pour les victimes, c'en était un aussi. C'est pour ça qu'elles avaient accepté d'y aller. À partir du moment où tu as personnellement vécu la dégénérance de ce que vous aviez créé, qui avait d'autres objectifs, est-ce qu'il y a eu d'autres moments similaires? Non, m'impliquant moi, non. Parce qu'il y avait aussi des moments où vous ne vous retrouviez pas tous ensemble, mais où les groupes étaient séparés. Oui, les groupes s'étaient séparés. Moi, je m'étais éloigné. De quelle année parle-t-on quand on parle de cette soirée? Je pense qu'on est en 98. Donc tu as 18 ans. Non, encore 17. Encore 17. Donc, j'ai vécu toute la période du crime depuis que j'étais gamin. Mais un gamin un peu... pas comme les autres. Parce que j'étais plongé dans cette histoire. Donc, je n'avais pas la même perception qu'un de mes camarades qui n'était pas dedans. Moi, j'avais ma propre perception. Je vivais ce moment, je croyais en ce moment. Surtout, je croyais en mes amis, que je considérais comme des frères. Tu n'es pas allé les voir quand tu as dit que tu as réalisé 1 an plus tard, quand tu l'avais raconté la soirée même, puis de nouveau le lendemain. Tu ne leur as pas dit « Où sommes-nous arrivés ?» Oui, c'est là que la scission est née. Avant que je m'éloigne, il y a eu 2 autres faits importants. L'un, c'était la vengeance de celui qui ne s'est pas présenté ce soir-là, Montade. Mais il ne s'est pas présenté, tu crois que c'est parce qu'il avait compris ce qui allait arriver? Il le savait? Pourquoi ne pouvait pas-il venir? Pour quelle raison? Parce qu'il avait été l'un de ceux qui avaient creusé la fosse. Il savait que cette fosse avait été creusée. Et il n'est pas venu.
Donc, il devait payer. Cette fois, comme la limite avait déjà été franchie, le fait qu'il devait payer était réel. Là, il mourait vraiment. Ce n'était plus une cigarette éteinte ou une morsure. Il devait payer parce qu'il savait. Et lui, il est mort? Ils l'ont poussé au suicide. Ils lui ont lavé le cerveau avec des drogues. Ils l'ont détruit en tant que personne. En l'espace d'à peu près 1 an, jusqu'à ce qu'ils lui disent, ils lui ont donné 10 000 lire en main et lui ont dit, soit tu le fais toi-même, soit on le fait nous. Mais à ce moment-là, il était déjà détruit mentalement. Avec les drogues, ça veut dire que quand vous étiez tous ensemble, il lui donnait des choses qu'il ne connaissait pas? Non, il le faisait. Lui, il était de Soma Lombardo. Parce que nous, c'est vrai, on était un groupe, mais on venait de zones complètement différentes. Moi, j'étais vers Monza, puis il y avait quelqu'un d'autre de Soma, vers Varese, quelqu'un de Legnano, un autre de Corsico. On venait de zones totalement différentes de Milan. Donc lui, il était pris en charge par ceux de Soma parce qu'il habitait là-bas. Donc par 2 personnes en particulier qui lui donnaient des tripes, des micro-pics. Mais lui, il le savait. Au début, au café, non. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le manipuler. Après, ils l'emmenaient aux fêtes, genre rêve, et continuaient leur travail. Jusqu'à ce que cette personne atteigne un niveau où il n'avait plus le contrôle de lui-même. Ouais, il était malléable. Ça lui avait complètement échappé des mains. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après l'histoire de Bontade, j'ai demandé des explications et on m'en a donné. Attends, avant les explications, que s'est-il passé cette soirée-là avec les 10 000 lire? Il a pris la voiture, est allé droit vers un rond-point et est mort. Il a percuté un mur. Donc il s'est suicidé? Oui. Et toi, tu allais demander des explications après? Qu'est-ce que t'as demandé? Avant ça, il y a eu la fuite d'un des nôtres, qui était le tatoueur. Celui dont tu parlais au début? Il ne supportait plus cette histoire. Il faisait des crises de panique. Il avait augmenté sa consommation de drogue, ne reconnaissait plus la réalité. Je me souviens, on était en voiture. J'étais à côté de lui, et lui pensait que je l'agressais au couteau. Il voyait aussi des gens derrière, mais il n'y avait que nous 2. Et pendant qu'il conduisait, il s'est jeté hors de la voiture en marche. Il m'a laissé seul au volant. J'ai dû freiner. On était place Bruguero. J'ai dû arrêter la voiture. Je suis descendu. Et lui s'est enfui. Il n'était plus lui-même. Et eux, ils voulaient l'éliminer aussi. Parce qu'ils avaient vu qu'il n'était plus dans son état normal, qu'il risquait de parler. À ce moment-là, on craignait qu'il parle. Mais est-ce qu'il réussit à s'enfuir? Ça s'est passé comme ça. J'ai essayé de toutes les manières de l'avertir. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit, écoute, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Ils vont venir et ils vont t'éliminer. Alors c'est mieux que tu disparaisses. Disparaisse. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi. Mais lui, malgré ce que je lui disais, pensait que moi aussi je voulais. Il était complètement parano, mais il a écouté le conseil. Il a compris que, à ce moment-là, sa seule chance de survie, c'était de disparaître. Et effectivement, il a disparu. À ce moment-là, les autres sont devenus paranoïaques parce qu'il avait disparu. Disparu, ça veut dire qu'il a changé de maison, qu'il ne travaillait plus là-bas? Après, je t'expliquerai comment ça s'est terminé. Lui, il a disparu. Et là, c'était en 99. À cette époque, j'ai commencé le service civil parce que c'était la dernière année de l'appel au service militaire. J'ai refusé de faire l'armée. Je suis allé faire le service civil à la Croix-Rouge, à Monza. J'ai commencé le service civil alors que toutes ces histoires se passaient en même temps. Mais je l'ai perçu comme une protection supplémentaire, parce que mon temps là-bas touchait à sa fin. Je pensais déjà à comment partir. Je commençais à organiser ça. Mais ce n'était pas si simple. Mais c'était quelque chose qui me faisait me sentir un peu plus en sécurité. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Il te surveillait, il te suivait, il regardait quelle vie tu menais ou si tu ne semblais pas suspect, c'est ça? Pas encore. On n'en était pas encore à ce stade-là. Ce qui s'est passé, c'est que comme lui avait disparu, j'ai dit aux autres que je m'en occuperais parce que je savais où il était. Et puis à la fin, j'ai vraiment fini par découvrir où il était.
Pendant mon service civil, on accompagnait une personne ayant des troubles psychiatriques à Villa Serena, à Monza, qui est un centre psychiatrique. On amène cette personne, et là, je le vois, lui. Il était hospitalisé, là. Et plus tard, pendant le procès, on a découvert qu'il avait vraiment été interné, là. T'as rien dit. Non, je suis retourné les voir en disant qu'il avait disparu, qu'il n'y avait plus rien à faire. Et là, je leur ai dit, maintenant vous allez me dire la vérité, ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. On s'est pratiquement engueulé. Le seul qui m'ait dit quelque chose, c'est celui qui avait foutu le bordel dans le groupe. Il m'a dit en face, voilà ce qui s'est passé. Comme ça, comme ça. Mais si tu parles, il y a ton sang là-bas. Tu vois ce que tu dois faire. C'était une scène un peu folle. On s'est serré la main et on s'est dit, le dernier qui reste debout gagne. Qui a dit cette phrase? Tous les deux. Je ne me souviens plus bien dans quel ordre, mais on s'est dit cette phrase. Et à partir de là, a commencé une période de pure folie. Tu veux dire que c'était une chasse à l'homme? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement en vous disant cette phrase? C'était comme dire, peu importe qui te chope, soit il ne reste plus que toi, soit il ne reste plus qu'un de nous. Donc c'était bien une chasse à Oui. l'homme, ça voulait dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de fraternité, Non. chacun sauvait sa peau, et plus personne ne regardait C'était personne comme dans une les yeux. confirmation. La fraternité, elle n'existait déjà plus envers moi. Alors maintenant, on le met au clair, face à face. Et c'est exactement ce que je voulais. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une période de paranoïa a commencé, de contrôle permanent, C'était quelle année? de 1999 à 2004. Donc tu es arrêté en 2004. Ça veut dire que pendant 5 ans, à partir de cette fameuse phrase dont tu viens de parler, tu ne fréquentes plus l'organisation. Comment tu vis ces 5 années-là? Alors, j'avais une autre copine. J'en ai eu, tu vois. Oui. Et je la fréquentais, elle ou d'autres. Avec leur cercle à elle, on allait toujours dans les mêmes endroits. Et comme ça, j'arrivais à croiser ceux de Brugherio. Il en restait un, parce que l'autre avait disparu. Celui que j'avais vu hospitalisé. Donc moi, eux, ils me surveillaient, mais moi aussi, je devais les surveiller. Parce que je devais comprendre ce qu'ils faisaient. Il y a même eu des épisodes où, pour pouvoir les surveiller, parce que je n'avais plus de nouvelles, je ne les voyais plus. J'ai dû appeler 2 d'entre eux et leur dire que je voulais créer un groupe avec eux. Musical ou... Musical. Ok. Eux, ils sont venus en disant « il est tombé dans le panneau ». Et là, j'en ai eu la preuve. J'ai échappé à un attentat. Ils ont essayé, dans certains bars, de mettre quelque chose dans mon verre, parce que c'était quelque chose qui se faisait entre nous, à l'époque. Donc tu savais que en les appelant et en les faisant venir, il y aurait eu une sorte de guet-apens? Tu étais lucide, tu restais en retrait. Comment tu as géré ça? Il y a eu cette Explique-moi mieux. période, celui de l'attentat. Ils m'ont embarqué en voiture, quelque part, et moi, je me suis laissé faire. À ce moment-là, je m'en foutais, complètement. Je me suis dit, ça y est, on y va. Qu'il se passe ce qu'il doit se passer. Et pendant ces 9 années, jusqu'en 2004, tu te droguais tous les jours? Oui, je bossais, hein. À ce moment-là, tu travaillais, tu vivais chez tes parents? Oui, Et je ils travaillais. ne remarquaient rien? Ensuite, je suis parti en 2002, puis en 2003. Ok. Au début, j'ai emménagé avec quelqu'un, puis dans un autre appart. Moi, quoi qu'il en soit, ça a été 5 années de contrôle, de folie et de drogue. Et eux, pendant ce temps, continuaient à recruter du monde. Donc l'organisation s'étendait. Oui. Toi, tu n'en faisais plus partie ou tu en faisais partie pour eux? Non, pour eux, j'étais l'ennemi, absolument. J'étais à éliminer. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ils n'ont pas réussi. Parce que je n'étais plus avec eux. Je jouais ce jeu-là. J'étais toujours avec quelqu'un. Mais ils savaient que tu ne parlerais pas parce qu'ils avaient évidemment ton ADN. Bien sûr. Ils avaient ton sang là. Bien sûr. Donc ils savaient que tu resterais silencieux. Bien Mais ils te sûr. surveillaient quand même. Mais cette soirée-là en voiture, où est-ce qu'ils t'emmènent? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'emmènent dans un endroit, une maison, un chalet, sous prétexte de manger ensemble, après une répétition, en salle de répétition. À l'époque, j'avais un Smith & Wesson. Un pistolet?
Oui, que je portais aussi dans l'étui de la guitare. Et ce soir-là, en fait, ils ont essayé subitement de me faire un attentat. Mais ça a échoué. Parce que j'avais ce pistolet. Mais quel attentat? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de me tirer dessus. Ils t'ont braqué l'arme dessus? Et toi, qu'est-ce que t'as Oui, fait? avec une carabine, Ils ont tiré, ils ont fait feu. mais sans me toucher. Après, ça s'est fini dans un bois. Mais moi, je suis parti et ça s'est dispersé comme ça. La folie totale de cette histoire, c'est qu'après cet épisode, c'est redevenu normal. Je me souviens que le lendemain, quand je suis rentré en train, cette personne qui avait fait ce geste est venue s'excuser auprès de moi. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Mais quand t'es monté dans la voiture, tu as dit à ce stade, ce qui doit arriver arrivera, mais tu savais parfaitement que tu étais surveillé. Pourquoi t'es quand même monté? Parce que je voulais en finir avec cette histoire. Je n'en pouvais plus. Tu étais entre les mains du destin, d'une certaine Je manière, tu n'en pouvais attendais un plus de signe vivre pour t'en avec cette sortir. sensation d'attendre un attentat, Je n'en pouvais plus. À ce moment-là, je ne voulais plus de cette situation-là. Est-ce que tu as eu peur pendant ces 5 ans? Parce que d'après ce que tu me disais, on aurait dit que tu étais prudent, mais que tu n'avais pas vraiment très peur. Non. En fait, non. C'était de la dépression. Oui, de la paranoïa. Je n'arrivais même plus à avoir une relation normale. Je continuais à changer de travail. Je reviens un peu en arrière parce que je dois parler de Paola. Après ce qui s'est passé, évidemment, je n'en parlais à personne. Donc, je n'arrivais pas à me confier à quelqu'un sur cette histoire. La seule à qui j'ai dit quelque chose, c'était cette fille, De vive voix ou par lettre? par lettre. Ah, waouh! Et cette lettre existe encore. Je lui ai écrit. Paola, regarde, on ne peut plus se voir parce que j'ai fait quelque chose de très grave. Je me souviens que j'étais tellement paranoïaque que je lui avais envoyé la lettre sous un autre nom, pensant avoir la police. Parce que pour moi, ce n'était même pas... Je n'arrivais même pas à accepter que ce fait ait été accompli et que personne ne cherchait. Je te parlerai aussi du père de Fabio. Parce que sinon, malheureusement, cette histoire à raconter est difficile. Parce que je dois parler de 9 ans et beaucoup de choses que je dis semblent suspendues dans le vide. Je te raconte les choses, mais à la fin, que faisaient les familles? Que faisait la police? Comment pouvais-je vivre ainsi? Comment pouvais-je travailler? En fait, je travaillais mal. Mais entre-temps, ce que je n'arrivais pas à comprendre, ni même à accepter, c'est que tout continuait. La police ne faisait rien, mais pas parce qu'ils étaient incapables. Mais probablement parce que nous n'étions pas crédibles. Et il y avait 2 personnes parmi nous qui ont beaucoup contribué à rester cachées. Elles étaient tellement peu crédibles, amies des gens, qu'elles réussissaient à masquer, à embrouiller les pistes. Tu veux dire que la police n'a pas réagi parce qu'elle ne savait rien et qu'aucun d'entre vous ne semblait suspect parce que vous sembliez être des gens normaux, ou du moins de Pas ces capable 2 personnes de- dont tu parles? Tellement normal, donc justement pas crédible d'avoir commis des choses terribles. Et la chose la plus hallucinante, selon moi, c'est que le père de Fabio, en plus d'avoir eu un courage incroyable, n'a jamais abandonné. Jamais. D'un côté, j'avais peur de lui, mais j'espérais qu'il continue, parce que ça me mettait dans une sorte de semi-sécurité. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que je me suis... Oui, je te comprends. Je n'avais pas le courage de parler. À un moment donné, je ne voulais même plus le voir, parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas affronter cette personne. Mais savoir qu'il continuait à chercher et qu'il ne lâchait pas la pression me donnait
une sorte de sécurité. Et parce que t'as pensé, s'il découvre quelque chose, tout finira. Exactement. Je n'avais pas le courage de mettre fin à tout ça parce que je ne voulais pas que la faute retombe sur moi. Plutôt me venger jusqu'au bout. Et puis, je n'avais pas le courage de détruire ma famille, Ta famille n'a jamais rien compris avant ton Non, ils arrestation? avaient quelques soupçons. Par exemple, la blessure que j'avais après cette soirée. T'as parlé d'une bagarre? Non, je me suis blessé. En fait, la voiture s'était arrêtée et c'était une excuse montée par les autres. Je devais raconter que je m'étais blessé avec un tournevis en essayant de réparer. Ton frère? Il ne se doutait de rien. Parce qu'à un moment donné, il te suivait. Mais tu l'as un peu embrouillé, tu as fait ton propre chemin, tu ne voulais plus l'impliquer. Disons que quand je fréquentais encore leur groupe, à partir de 95-96, mon frère et moi avions des fréquentations différentes. On s'est un peu éloignés. Ok. Probablement qu'il savait que je me droguais, mais il ne voyait pas la gravité de la situation. Personne ne la voyait. Et puis, le fait qu'il cherchait Fabio et Chiara, mais personne ne les trouvait, et le père de Fabio qui insistait, il a même été menacé par eux. Il a compris qu'on savait quelque chose. Il l'avait vraiment compris. Mais rien à faire. Il a été menacé? Par 2 d'entre nous. De ne plus continuer à les déranger. Et comment il a réagi? Il a vraiment mal pris ça. Il ne savait pas quoi faire. Mais ça n'a pas été pour lui un signal d'alarme pour aller voir les forces de l'ordre? Mais lui y allait aussi, pourtant. Il n'y a pas de preuves, non. Comme on dit, pas de corps, pas de crime, non. Tu m'avais rouvert la parenthèse de cette fille avec qui tu avais uniquement une relation épistolaire. Vous vous écriviez, c'est tout. Tu lui confesses. Je ne sais pas si c'est un délit, mais d'avoir fait une chose très grave. Donc c'est la seule avec qui tu en parles. Je ne sais pas si tu lui dis pas vraiment explicitement, mais... Pourtant, tu m'en reparles. Pourquoi? J'écris justement que j'ai commis une chose très grave et que probablement, il valait mieux que nous ne parlions plus, car elle aurait pu courir des risques. À ce moment-là, elle me répond en disant « Parle-moi de cette chose. Moi, ça ne m'intéresse pas ce que tu as fait. Je veux comprendre ce qui se passe. D'accord ?» Malgré tout, elle était constamment de mon côté. Évidemment, elle ne pouvait pas savoir ce que j'avais fait, peut-être dans sa tête. C'était aussi une excuse pour me rejeter. C'est pour cela qu'elle a voulu comprendre, parce qu'elle avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. À ce moment-là, il y avait quelque chose de grave, et probablement qu'elle voulait me sauver. Elle m'a dit « Mais non, viens ici, viens ici. » Tu l'as vue à ce concert quand tu avais 19 ans ou pas? Non, elle n'est pas venue. Tu me parles encore d'une relation épistolaire sans jamais l'avoir vue en personne. Exactement. C'est hallucinant cette histoire pour ça. Elle me répond et me dit « Viens ici en Sardaigne. » Viens ici en Sardaigne, au moins. Parce que j'avais dit explicitement que je fréquentais des gens très dangereux, qui avaient fait quelque chose et voulaient probablement m'éliminer. Déjà, pas tout de suite après, mais quelques mois après le crime, je l'ai écrit. J'avais déjà ce sentiment. Ce n'était pas une invention de ma part. C'est prouvé. Heureusement, cette lettre existait. D'ailleurs, par cette lettre et la suite, en 2004, les enquêteurs ont compris que je m'étais déjà détaché d'eux depuis des années. À ce moment-là, je lui réponds que je ne voulais plus de contact avec elle parce qu'elle risquait sa vie. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé en réalité, mais elle n'a plus donné signe de vie. À ce moment-là, j'ai soufflé en me disant « Ah, je l'ai sauvée. » En fait, toutes les filles que j'ai eues, mais ce n'étaient pas des histoires aussi sérieuses que celle-là. Moi-même, si je n'avais pas de relation avec elle, c'était la seule à qui j'avais confié. Donc, au fond de moi, je savais que c'était sérieux. Je ne l'avais jamais vue. Je ne pouvais pas savoir si elle était belle ou laide, si elle était faible, si elle était bonne ou mauvaise. Quand tu t'es mis en couple, tu es aussi allé vivre avec elle.
Dans ta tête, tu savais que tu avais une autre relation, même sans connaître son visage, ou quand tu t'es mis en couple, tu ne pensais plus à elle, la fille de la Sardaigne? Non, je pensais toujours à elle. Ok. Elle était toujours dans mes pensées. Au début, c'était pour repousser ce sentiment d'amour que je ressentais et que je ne voulais pas accepter. Sinon, j'étais un faible. Mais après l'affaire, c'était vraiment pour la protéger. Je sentais qu'il y avait ce rendez-vous ou ce concert et que si on était connu et vu, on ne se serait jamais quitté. Et ça, c'était dangereux. Je devais absolument renoncer à elle. Tu en parles avec beaucoup de protection, mais maintenant je crois avoir assemblé des pièces du puzzle et tu me raconteras ça plus tard. Ta petite amie avec qui tu vas vivre, tu as quand même de nouvelles relations. Ils ne savent rien du milieu que tu fréquentes? Non. Ils ne voient rien de suspect quand tu fréquentes des milieux avec les autres qui te surveillent. Ils ne remarquent pas de mouvements étranges? Il y avait une seule chose que je disais à ces personnes. Ne faites pas confiance à ces gens qui font semblant d'être amis avec moi. Eux, évidemment, parce qu'ils étaient aussi connus par d'autres dans le milieu. Ok. Mais oui, on voit bien qu'ils sont... Mais qu'est-ce que tu racontes? N'exagère pas. La seule chose qu'ils me disaient, c'était ça. Mais je ne pouvais pas m'avancer plus que ça. Les femmes, puisque tu as dit que tu t'es drogué tous les jours jusqu'à l'arrestation, les femmes que tu fréquentais, elles se droguaient? Non, la plupart, presque aucune. Et comment faisais-tu? Rien. Ils le savaient et essayaient de me faire arrêter. Mais ils n'y arrivaient pas. Parce que j'ai supporté cette situation grâce à la drogue. Pour moi, ici, je pourrais parler de l'aspect drogue. La drogue... Alors j'ai commencé par expérimenter, par curiosité, puis c'est devenu un besoin pour m'évader. Ensuite, c'est devenu un médicament qui me soignait. Et quand j'avais l'effet négatif d'une drogue, je devais en prendre une autre pour faire passer l'effet, annuler. C'était un cercle sans fin. On n'en sortait jamais. Et j'ai dû exercer une force d'autocontrôle que quand j'y pense, peut-être il aurait mieux valu parler. J'avais peur de parler, mais j'ai dû dépenser 100 000 fois plus d'énergie pour cacher et supporter cette situation. Alors qu'à un moment donné, j'aurais pu lâcher prise et dire « Bon, je prends la responsabilité, mais je n'en peux plus. » Tu comprends? Mais non, j'ai exercé le maximum d'autocontrôle pour réussir à supporter toute l'histoire que je vivais. On arrive en 2001. Moi, je fais... Non, entre 2002... Oui, en 2002. Je fais les premières tentatives de partir de chez moi. En 2001, je recontacte Paola. Cette fois, c'était des contacts par téléphone. Elle m'a envoyé une lettre avec son numéro de téléphone et je ne l'ai pas appelée. Elle m'a envoyé une autre lettre et je lui ai fait un petit appel. C'était comme une demande pour lui montrer mon numéro. À ce moment-là, on commence à s'entendre par téléphone. Moi, j'ai pensé... Téléphone portable? Oui. J'ai pensé, d'accord, cette chose restera entre nous, personne ne pourra savoir pour elle. Ce sera toujours comme ça, non? Contact téléphonique. Est-ce que tu aimais sa voix? Oui. C'était comme si je l'avais toujours entendue. Tu la voyais comme le passeport de ton bonheur? Comme ton avenir? Oui, c'était Il y comme avait de si l'espoir là-dedans. j'avais déjà vécu avec elle. Même si je ne savais pas à quoi elle ressemblait, quand j'ai entendu sa voix, j'ai eu son image et elle la mienne. Puis en 2002, elle m'a envoyé une photo d'elle. Quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est elle? Elle te plaisait? Oui. J'ai dit, c'est elle. C'était vraiment elle, en fait. Je l'avais déjà vue. C'est hallucinant, cette histoire. Donc vous commencez à vous parler, et ensuite comment ça évolue? Il cherchait évidemment à me demander des explications sur cette lettre-là. Et je lui ai toujours dit que je fréquentais des gens dangereux, sans en dire plus, sans me dévoiler davantage. Mais elle, puisqu'elle avait encore cette lettre, disait
tu as parlé de choses très graves ici. Je lui répondais, non, ce sont juste des choses. Comme on s'est disputé, ils veulent me faire disparaître. Et elle me disait, mais pourquoi tu n'appelles pas la police? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à cacher? Pourquoi tu continues comme ça? C'est-à-dire, s'il y a cette situation, libère-toi. Viens ici, fais quelque chose. Appelle la police. Je ne peux pas t'expliquer, lui disais-je. Je ne peux même pas t'en parler au téléphone. Ma paranoïa était à ce point-là. Mais elle, malgré tout, est restée près de moi. Est-ce qu'il se passe d'autres choses importantes entre ce moment-là et l'arrestation? Il se passe que moi, en 2002, je ne l'appelle plus. Je ne veux plus parce qu'en 2002, j'étais à un niveau avec eux, avec les autres, de contrôle, de folie totale, que... À ce moment-là, je m'en fichais complètement. Je devais juste essayer de survivre et voir où, de toute façon, il y avait une chose en moi qui était réelle. Et je pensais toujours qu'il finirait par se tromper, parce que ce n'est pas possible autrement. Un jour ou l'autre, quelque chose de grave arrive. En effet, c'est arrivé. C'est arrivé avec Mariangela Pezzotta. Qui faisait partie de l'organisation? C'était la petite amie historique de ce personnage qui a brisé tous les équilibres du groupe. Elle savait tout, mais ne faisait pas partie du groupe. C'était la fille qui, victime de cette personne, psychologiquement, n'arrivait pas à s'en détacher. Parce qu'elle le connaissait depuis qu'ils étaient enfants. Elle a toujours essayé de le sortir du tunnel, de la drogue. Elle a toujours essayé de... Et quand ils se sont séparés, elle a eu le courage de le quitter. Lui s'est mis avec une autre personne qui a ensuite été impliquée dans le meurtre de Mariangela Pezzotta. Et à ce moment-là, il y a eu ces histoires entre nous, tu vois. J'adoptais une stratégie pour les tenir à distance. Par exemple, si on se rencontrait dans un bar, vu qu'on était tous paranoïaques, j'avais rencontré cette personne et je lui avais dit « Regarde, les autres veulent te faire du mal. » Mais ce n'était que des stratégies. Et ça l'a vraiment touché, cette soirée-là. Même si on ne se fréquentait pas, il n'a pas réussi à comprendre si cette histoire était vraie ou fausse. Et c'est arrivé à faire ce qu'il a fait. Il s'est disputé avec eux, moi j'étais tranquille, entre guillemets, avec moins de contrôle, pendant presque un an, jusqu'en 2003. À ce moment-là, ils ont compris. Ils ont dû un peu se brouiller avec eux, jusqu'à... par paranoïa, pure paranoïa. Au début de 2004, il a décidé de tuer Mariangela Pezzotta. Cette soirée-là, avant de le faire, ils m'ont appelé sur le portable, parce que pour moi, c'était normal. C'est-à-dire que si je voyais leur numéro, c'était une nouvelle tentative de m'inviter à faire quelque chose de mal contre moi. En fait, cette soirée-là, j'ai dit, ils insistaient pour que j'y aille, ils venaient me chercher, ou j'y allais moi-même, parce qu'il y avait une fête, blablabla. Ici, là-bas, ils étaient défoncés. Et moi, j'ai dit merde, et j'ai raccroché le téléphone. Le lendemain, j'ai appris au journal télévisé qu'ils avaient tué Mariangela Pezzotta. Comment ont-ils fait pour s'en rendre compte, alors que toutes les fois précédentes, ils enterraient toujours tout? Ils ont laissé des traces. Ils ont laissé des preuves. Et puis, quand ils ont été hospitalisés, elle a commencé à parler. Elle qui? La nouvelle. La nouvelle petite amie de la personne avec qui Mariangela était fiancée avant. Exact. Parce qu'au final, avec le temps, ce n'est pas arrivé tout de suite. Mais avec le temps, elle s'est rendue compte qu'elle était une victime de cette personne-là. Et à partir de là, comment ils ont tout fait éclater? C'est arrivé que cette personne, pour se sauver, parce qu'elle risquait 30 ans, étant donné qu'il y avait un meurtre avec dissimulation de cadavres, a décidé de soulever tout le couvercle de la boîte de Pandore.
En faisant cela, le collaborateur n'allait plus prendre 30 ans. Mais ça a été le seul geste positif qu'il ait fait. Même s'il ne l'a pas fait de bonne foi, c'était le seul bon geste qu'il ait fait. Tu parles pour toi parce qu'au moins tu as mis fin à tout ça? Non, mais aussi pour les familles. Bien sûr. Pour tout, vraiment tout en général. D'abord parce que moi, j'avais raison, logiquement, d'être retiré de la société et reconstruit. Sinon, je n'y arrivais plus. Même si peut-être je n'aurais fait de mal à personne, parce qu'en fait, au fil des années, je ne l'ai pas fait. Mais dans ma tête, je n'étais plus là. Je n'étais plus moi. J'étais une mauvaise personne. Et ça a mis fin à ce tourbillon dans lequel j'étais enfermé et où je continuais à tourner. Je touchais le fond et je remontais, mais je restais toujours dans cette soupe-là. Alors ça m'a donné cet espoir de dire et de penser. Et cette chose que j'ai pensée, c'est quelque chose qui pourrait aider beaucoup de personnes qui ont fauté. Quelqu'un qui commet une faute, quelque chose de très grave, s'il l'a déjà fait, doit comprendre que la seule façon de s'en sortir, c'est de se faire arrêter. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que sinon, tu ne vivras plus. Tu n'arriveras plus à vivre. Entre les paranoïas, les remords, tout ça, la seule solution, si tu veux vraiment t'en sortir et recommencer, c'est de tout reprendre à zéro. Il faut te reconstruire. Ce que tu étais, tu dois l'écraser. Il ne doit rester que l'enseignement. De moi, il me reste seulement mes tatouages. Je ne les ai jamais effacés exprès, parce que quand je les regarde, je comprends d'où je viens. Je n'oublierai jamais. Et je ne veux pas l'oublier. Parce qu'en regardant ces tatouages, je sais qui je suis maintenant. Il me le rappelle tous les jours. Quand est-ce qu'on t'arrête par rapport aux faits? Combien de jours après? Alors, la première arrestation de cette personne qui a commis le dernier meurtre, c'était en janvier 2004. Il l'arrête, il donne tous les noms. Il raconte tout à sa manière. Et en mars, ils arrêtent un autre d'entre nous. Avant que tout cela n'arrive, imagine-toi, tous ceux du groupe qui étaient restés dehors étaient bouleversés. Vous attendiez votre tour. Ce n'était même pas ça. La Ça veut maladie dire quoi? était tellement forte. Quand je les ai revus, parce que je savais qu'ils étaient à Brugherio, ce soir-là, on en a parlé. Je leur ai carrément dit, écoutez, dans peu de temps, on va entrer en prison. C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Pourquoi t'es allé les rencontrer? Parce que je voulais entendre ce qu'ils disaient. Je voulais leur parler et leur dire, OK, maintenant, chacun assume sa propre responsabilité. Il vaut mieux le faire maintenant. Même si on est ennemis, ça suffit, c'est fini. Tu veux dire, livrons-nous? Exactement. Tu dois dire ce que toi tu as fait. Toi, ce que toi tu as fait. Moi, ce que moi j'ai fait. Point, c'est tout. De toute façon, cette personne a déjà parlé et continuera de parler à sa manière. Parce qu'il ne le fait pas par repentir. J'ai essayé de leur tenir ce discours, mais rien. Il n'y avait rien à faire. Moi, je ne parlerai jamais. Oublie ça, il ne se passera rien. Il est déjà mort. À ce moment-là, j'ai compris à quel point leur esprit avait basculé. Alors je suis rentré chez moi et j'ai attendu de voir ce qui allait se passer. Jusqu'au bout, je ne faisais toujours pas confiance à l'idée de parler moi-même. Parce que je voulais d'abord entendre ce que cette personne allait dire. Si c'était vrai, tout ce qu'il me disait, s'il disait qu'il n'y avait que mon sang là-bas, alors c'était vrai. Et dans ce cas, je pouvais me présenter. Sachant que toute la vérité allait éclater. Tu es allé voir tes parents? Non.
Tu voulais qu'il la prenne en direct? Oui, Pourquoi? je n'y arrivais pas. J'étais tellement habitué à me comporter comme ça. Les habitudes sont terribles. Il se passe un semestre après la première arrestation. Donc c'est une longue période de 6 mois. Tu arrêtes la drogue, Non. tu montes en intensité. Comment tu vis ces jours-là mentalement en sachant que ton tour va arriver? Alors, je m'étais rendu compte qu'on nous suivait. La police? Oui. J'attendais un faux pas de leur part, que les autres, mes co-accusés, se trahissent, de manière qu'ils puissent entendre ce qui est arrivé, d'ailleurs, car beaucoup des preuves utilisées contre eux ont été abandonnées parce qu'ils s'étaient trop livrés. Mais les enquêteurs ont attendu, parce qu'ils ne comprenaient pas bien quelle était la relation entre nous. Moi, j'étais détaché, eux, non. Après, ils ont bien reconstruit les liens qu'il y avait entre nous, parce que des années étaient passées, et les choses n'étaient plus les mêmes. Ok. Moi, je m'étais éloigné, un autre avait disparu, et celui qui avait disparu, c'est lui qui a été le 3e arrêté. Mais nous, on ne le savait pas. Quand ils m'ont arrêté, moi j'étais le 4e. C'était un jour terrible. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, encore un peu bouleversé par les champignons que j'avais pris la veille au soir. Je me souviens que j'étais en caleçon et je ne faisais pas confiance pour ouvrir la porte. Puis je compris que c'étaient les policiers. Je l'ai compris après un moment. Je me souviens que j'entendais ma mère parler. Ils sont entrés. Je n'ai pas résisté du tout. C'était comme... Eh bien, l'image la plus dévastatrice, c'était celle de mes parents. Qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Je me souviens qu'ils m'ont emmené. J'ai dit au revoir à mes parents, à ma mère. Ils m'ont emmené en voiture. Et je me souviens que pendant le trajet, un des carabiniers m'a dit « Tu sais que c'est le dernier voyage que tu fais en homme libre ?» J'ai dit « Oui, je le sais bien. » Et au fond de moi, j'ai ressenti une nouvelle sensation. Et je pensais, peu importe ce qu'il se passera dans ce nouveau monde où je vais, c'est fini. Enfin, je peux recommencer quelque part, je peux recommencer. Que je vive ou que je meure là-dedans, on verra. Mais c'est fini. C'était comme un soupir de soulagement. Un poids qui disparaissait. Comme si la liberté commençait juste à ce moment-là. Enfin, je pouvais dévoiler les cartes. C'était fini. Ce poids-là était parti. Bien sûr, je devais me préparer à affronter tout ce qui allait arriver à ma famille. Les médias qui s'en sont pris à nous, évidemment, car c'était un cas inédit en Italie. C'était un cas plutôt à l'américaine. Mais cette histoire de secte satanique, dans un pays où il y a le Vatican, où il y a une certaine mentalité, c'était... Je me souviens qu'ils ont continué pendant presque 2 ans, presque tous les jours, avec cette histoire. Comment les médias te décrivaient-ils? Comme un monstre. Tu te sentais comme ça? Bien sûr, j'ai toujours eu un énorme sentiment de culpabilité, mais je ne me suis jamais senti un monstre. Je suis entré dans le rôle du monstre. C'était une chose très difficile de jouer ce rôle. Ça demande un grand niveau de résistance. Ça te pousse aussi à réagir avec toi-même.
Mais quand les gens ou le peuple, une nation, te considèrent comme un monstre, même ceux qui sont autour de toi, tu vis dans une bulle. Tu portes cette armure, ce masque qui a un poids. Soit il t'écrase pour toujours, soit tu dois trouver la force de l'enlever. Parce que quand tu portes ce masque, tu peux commencer à penser que tu l'as vraiment, qu'il fait partie de toi. Tu commences aussi à te considérer comme un monstre. Là, c'est fini. Mais si tu es conscient de ne pas l'être, tu ne dois pas le porter. C'est pour ça que c'est encore un message que je lance à ceux qui ont gravement fauté. On peut le faire. On peut enlever ce masque. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Les gens jugent ce qu'ils voient. Souvent, ce n'est pas leur faute. À la fin, l'acte a été commis. Donc, il y a une responsabilité. Mais aucun de nous n'est un monstre, ni ne naît monstre. Le monstre, c'est celui qui ne regrette jamais, qui ne se regarde jamais en face, qui prend plaisir à faire du mal. Ces personnes existent. Et je ne dis pas que tout le monde est innocent, ou que celui qui a fauté est forcément une personne qui peut changer. Il y a un pourcentage pas très grand qui... Il y a des gens qui choisissent de ne pas changer. Ils font ce choix. Mais c'est juste que ces gens-là sachent que, s'ils veulent, ils peuvent changer. Il n'y a pas de limite. Nous sommes nos convictions. Je m'en suis rendu compte quand j'étais en prison. Quand tu les changes, tu changes aussi. Parle-moi de la prison. Ça a donc duré environ 14 ans? Oui, environ 13 ans et demi, quelques mois de plus. Tu es mis en isolement dès ton arrivée? Oui, j'ai passé quelques années en isolement. Dès mon arrivée, j'ai fait le parcours classique du détenu qui entre en prison, fouille, photo, empreinte digitale. Là, tu sens déjà que tu es marqué, que tu fais partie d'un autre monde, que tu as été retiré de ton ancien monde. Dans mon cas, j'étais vraiment conscient que je ne ferais plus partie de ce monde pendant de nombreuses années. Probablement jamais plus, car quand on sait qu'on doit faire beaucoup d'années, on ne peut pas savoir où on sortira, si on en sortira vivant, car c'est quand même beaucoup d'années. Pour une raison ou une autre, la maladie, quoi que ce soit, une dispute, n'importe quoi, tu pourrais ne jamais revenir à la réalité. Donc, il faut en être conscient aussi. Tu sais que tu es dans un monde, tu pourrais y rester. Quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Et là est le défi. Tu dois y croire, parce que tu dois sortir de ce monde. Je me souviens de ce parcours initial. J'avais cette sensation bien présente. Je ne fais plus partie de la réalité maintenant. Je suis ici. Je ne fais plus partie de la réalité. Maintenant, je suis ici. C'est ma nouvelle maison. C'est là que tout recommence à zéro. Au début, j'étais en isolement. Je ne pouvais même pas avoir la télévision. J'étais en isolement de jour, donc enfermé du matin jusqu'à 18h. Puis il m'ouvrait de 18h jusqu'à 22h. Mais ce n'était pas vraiment une ouverture. Il y a d'abord une porte avec des barreaux, puis une porte blindée qui se ferme. Cette porte blindée s'ouvre à 18h et se referme à 22h. Mais tu restes en cellule. Oui, tu es toujours en cellule. À Busto Arsizio, j'ai passé 1 an comme ça. Donc la première prison, c'était Busto Arsizio. Oui, sans télévision. J'étais à l'ancienne infirmerie de Busto Arsizio. Je ne pourrai jamais l'oublier, parce que c'était un endroit délabré, une sorte de cave, pleine de moisissures, malodorante. Je me souviens que tous ceux qui étaient hospitalisés, parce qu'en fait, ils m'avaient mis là-bas
Parce que dans cette prison, c'était nous tous, non? Mais à ce moment-là, nous étions 5. Donc, ils devaient nous mettre tous séparés. Ils ont mis l'un en isolement, un autre dans une section de transit, un autre dans une autre section. Moi, ils m'ont mis à l'infirmerie. Donc, ce n'était même pas vraiment un lieu pour nous. C'était des gens hospitalisés qui avaient des maladies. Je me souviens qu'il y avait des personnes avec la gale, la tuberculose, plusieurs problèmes graves. Et il y avait une douche à disposition. Nous faisions tous la douche au même endroit, une à la fois. Je me rappelle que la première chose que j'ai faite en étant là, je me suis rasé les cheveux à 0. Je me suis dit, ici au moins, l'hygiène, la première chose d'hygiène que je peux faire, c'est de me raser à 0. Et puis, je ne savais pas comment ne pas tomber malade. Je devais penser à comment ne pas tomber malade, parce que je ne pouvais pas renoncer à la douche. Je me souviens qu'il y a une liste de courses. Tu achètes ces choses, tu as un compte carcéral, ils gardent ton argent, des personnes peuvent te déposer de l'argent de l'extérieur, tu commandes un certain nombre de produits, ils te débitent l'argent, et ensuite tu peux recommencer à faire des courses. Je me souviens avoir vu du savon au soufre. J'ai tout de suite pris ça. Je me suis dit, c'est la seule protection que j'ai maintenant. Ça a marché. Je ne suis jamais tombé malade. Tes parents déposaient de l'argent? Oui. Parce qu'après, en prison, tu peux travailler. Oui. Et donc, tu recharges ton compte toi-même? Oui. Les proches, oui. Ils rechargeaient mon compte. Tu restes 1 an à l'infirmerie de Bussarcizio? Oui. Puis ils te transfèrent. Ils m'ont transféré à San Vittore. Pendant cette année, tu n'as aucun contact avec quelqu'un d'autre que ceux qui sont à l'infirmerie avec toi ou Oui, même pas? oui. C'est-à-dire que le contact est seulement visuel. Clair, mais pas physique. Pas physique, non. Et puis, tu vois seulement ceux qui sont dans la cellule en face. Et ceux à côté, tu les entends parce que tu leur parles. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est ça. Pour te détoxifier des drogues, comment as-tu vécu les premiers moments? Ça a été une chose dévastatrice parce que je ne prenais pas les bons médicaments et on me donnait que des calmants légers pour dormir, mais je ne pouvais pas dormir à cause du sevrage. Parce qu'après 9 ans, stop. J'ai vraiment souffert. Évidemment, tous les effets aggravés du sevrage. Mais à l'intérieur de moi, je le vivais comme ma peine. Parce que je suis entré en coupable. Je suis entré avec la mentalité « je dois payer ». Je ne me suis jamais soustrait à ma faute. Bien sûr, je voyais qu'il y avait quelque chose. Oui, je le voyais comme ça, pour moi-même. Mais je comprenais que ce n'est pas une condition qu'on peut passer en prison. Qui de l'extérieur peut penser que c'est juste? Non, parce qu'on n'a pas la perception de la seule privation de liberté sans le reste des tortures. Mais imagine seulement la privation de liberté et rien d'autre. Rien que ça, c'est déjà une torture. De l'extérieur, c'est facile de dire « eh bien, c'est peu ». Quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas juger la peine que l'on doit faire, sauf s'il pense qu'il doit mourir. Mais à ce moment-là, tu es devenu comme le coupable. Si tu penses qu'une personne doit mourir, tu es devenu exactement comme lui. Parce que la personne qui paye pensait exactement comme toi, celui qui la juge. Donc, si nous devons être lucides et penser à comment on doit affronter sa peine, il faut regarder dans le détail. Parce que les gens payent pour avoir de la sécurité. Le citoyen paye, donc on ne peut pas faire semblant que les prisons n'existent pas. Si tu fais semblant et ensuite tu es surpris qu'il y ait des délits ou des récidives, ça n'a pas de sens. Il faut toujours raisonner lucidement et comprendre que si tu veux la sécurité et que tu payes pour cela, la première chose, c'est que les prisons doivent fonctionner. La psychologie veut que plus tu tortures une personne, plus elle se vengera quand elle sortira. Elle rejettera toutes ses frustrations, tout ce qu'elle a subi dans la société, qu'elle devra affronter dehors. Ce sera une personne désadaptée, mentalement marquée,
psychologiquement dangereuse, plus qu'avant. Ça n'a pas de sens. Je l'abordais comme tout ce que j'ai vécu dehors, malgré que c'était une condition inhumaine, disons, non? Mais d'animaux. Mais je considérais que c'était juste à ce moment-là. Je pensais, bien sûr, je dois payer. Mais avec les années en prison, j'ai compris que ce n'est pas acceptable. Justement parce que je voyais les mêmes personnes qui sortaient et rentraient en étant pires. Ce sont des choses qu'on ne peut voir que si on les a vécues. Et c'est important que quelqu'un de l'extérieur comprenne ça. Ne pas accuser tout de suite. Avant d'accuser, essaie d'être lucide. C'est vrai, une personne peut avoir fait un acte très grave. Ce que tu veux. Bien sûr, elle paiera. C'est sûr, elle fera une peine, ça ne se discute pas. Mais la victoire, c'est de changer cette personne. Si tu changes la personne, quand elle sortira, elle transmettra cela à l'extérieur. Bien sûr, ça ne se fait pas tout de suite, mais avec les années, ce problème chez les personnes qui commettent ces délits diminue, parce que la récidive diminue de plus en plus. La preuve existe. Une prison comme Bollate, par exemple, qui n'était pas à San Vittore, ou Busto Arsizio, où il existe une vraie rééducation, la récidive est très faible. C'est la seule preuve. C'est ça qui devrait faire réfléchir. Je fais une parenthèse sur Bollate. J'y suis allé il y a quelques semaines pour faire une inspection des lieux car je tournerai un épisode à l'intérieur de la prison. J'aimerais vivre cette expérience en interviewant évidemment un détenu. J'ai vu que le taux de récidive à Bollate est d'environ 17%. Oui, c'est vrai. Je regardais une interview que tu as faite avec Ale Della Giusta, qui est une chaîne que je recommande, un gars très doué qui fait des approfondissements, un créateur de contenu. Et j'ai vu que dans les autres prisons, c'est une donnée qu'il avait explicitée, je n'ai pas cherché d'autres sources, mais le taux de récidive est d'environ 70%. En fait, Bollate, beaucoup l'appellent un peu comme le Grand Hôtel. Il lui donne des surnoms de boutique. Bien sûr, bien sûr. Comme pour dire une prison proche de la réinsertion du détenu. Bien sûr, bien sûr. J'ai vécu une belle ambiance. J'ai vu beaucoup d'éducateurs, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes, mais je ne suis pas capable de faire une comparaison parce que je ne suis jamais allé dans d'autres prisons, évidemment. Donc j'écoutais attentivement ce que tu expliquais. Je voulais juste donner ce chiffre en pourcentage. Bien sûr, ce que tu dis reflète la réalité. Tu as enregistré la réalité des faits. Ce sont des statistiques. Tu peux aller les lire, tu peux les trouver. Donc, il est inutile de faire semblant que ce n'est pas vrai. Si quelqu'un veut être en sécurité, dans la rue, marcher tranquille, il doit penser à la récidive. Il ne peut pas penser autrement. Tu ne peux pas penser à éliminer les gens ou à te débarrasser du problème sans l'affronter. Et puis, il y a aussi un autre point à ajouter à ce sujet de la moindre récidive. La majorité de ces personnes qui sortent et se réinsèrent ensuite dans la société font quelque chose de bien. C'est à prendre en compte. Quand le système change, la mentalité change aussi. Quand on sort de l'isolement général, c'est une question ouverte. Quelle est une bonne façon d'occuper le temps ? Comment devrait-on le faire ? Comment pourrait-on le faire ? Parce que peut-être que toutes les prisons n'offrent pas les mêmes possibilités. Mais toi, tu en as vécu 4, c'est ça, dans des prisons différentes. Donc, comment peut-on occuper la journée ? Alors, avant tout, il faut comprendre comment passer le temps en isolement. Bien sûr. C'est une chose très lourde, un sujet très difficile à aborder. L'isolement en soi est une torture. Parce que tu es dans la même pièce toute la journée. Ce qui n'est déjà pas normal. 24 heures sur 24 ? Oui. Tu peux avoir 1 heure d'air, mais cette heure d'air, entre guillemets, en isolement, c'est une autre pièce fermée, où tu restes 1 heure à faire des allers-retours. C'est ça l'air. Donc, ce n'est rien d'humain. C'est quelque chose qui n'est pas en nous. C'est ce que je dis. Rien que la privation de liberté est déjà la peine. C'est déjà ça. Mais maintenant, en revenant en arrière, comment passes-tu le temps en isolement si tu es enfermé et que tu ne peux rien faire ? T'as le droit de lire ou c'est pas possible ? Oui, oui. Tu peux faire des choses. Alors, si tu as la télévision, tu peux passer tout ton temps à la regarder.
Mais c'est contre-productif. Oui, peut-être tu apprends quelque chose avec les documentaires, mais le corps décline, l'esprit décline. Tu ne réussiras plus à bien dormir, tu entres dans une situation de psychotrope, tu peux tomber gravement malade. Tu deviens une personne qui ne réfléchit plus. Oui, un légume. Exactement. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu dois trouver beaucoup de force. Arrive cette phase où tu es anéanti et tu restes toute la journée au lit. De là, tu passes à une phase de dépression totale. Puis il y en a qui passent la colère, commencent à demander de l'aide, à exiger de l'aide parce qu'ils ne trouvent aucun échappatoire. Et pour avoir quelque chose, ils cherchent un contact physique avec quelqu'un ou avec un agent de police parce qu'ils ne supportent plus la situation. Et ils ne trouvent pas en eux une alternative pour évacuer cette colère qu'ils ont à l'intérieur. Je les ai vécues, ces choses. Parce que quand tu es dans cette situation, le cerveau agit. Tu ne le contrôles plus parce que c'est une situation nouvelle. Tu ne sais pas comment te sauver aussi. Tu vas te coucher le soir et tu te dis « Demain, je suis encore là ». Quand tu commences à te dire « Dans un an, je suis encore là », tu risques de devenir fou. Alors, il y a une chose très importante. Premièrement, tu dois croire en toi-même. Tu dois penser chaque jour « Je sortirai d'ici ». L'esprit et le corps doivent rester en bonne santé. Donc, tu occupes ton esprit avec la lecture. Même simplement, tu fais ça. Peut-être que tu saoules le gardien, l'agent qui est là, mais tu parles, tu bavardes, tu cherches un contact humain, même si cette personne ne veut pas l'avoir avec toi. Tu cherches d'une manière ou d'une autre, peut-être tu envoies une autre, tu cherches quand même un contact, bavarder, avoir un contact humain. Cela te ramène déjà au salut. Tu dois te concentrer là-dessus, garder ta tête dans l'humanité, dans le social. Tu lis, tu commences avec des lectures que tu aimes, évidemment, des sujets que tu aimes. Puis avec le temps, tu commences à explorer d'autres choses. Où prends-tu les livres? Il y a une bibliothèque ou ils doivent te les apporter de l'extérieur? En général, il y en a une. Tu peux aussi te faire envoyer des livres de l'extérieur ou tu peux demander aux prêtres. Mais en général, dans toutes les prisons, il y a toujours un ou plusieurs bénévoles qui font partie d'une association culturelle. Ils s'occupent de la bibliothèque, passent devant toutes les cellules un jour de la semaine, recueillent les demandes et vont chercher les livres. Okay. Ou alors, si tu n'as pas d'idée, ce sont eux qui te proposent des livres. C'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens que le premier à le faire, c'était un prêtre. Imagine-toi, le prêtre. Moi qui méprisais les prêtres, la première personne qui m'a aidé en isolement, c'est justement le prêtre. Il est venu me voir, il a vu que ma situation était désespérée, et il m'a dit « Pourquoi ne lis-tu pas un livre ?» Au début, bien sûr, il m'a dit de lire la Bible. Moi, pourquoi? Je ne voulais pas savoir. Non, donne-moi tout sauf la Bible, s'il te plaît. Alors il m'a proposé La Cité de la Joie. Je m'en souviens. Là, il a vraiment bien fait de me conseiller ce livre, parce qu'il parle de gens qui souffrent. Pire encore, parce qu'eux souffrent en liberté. Moi, j'avais l'excuse de la prison. J'étais là, je ne pouvais rien faire, mais eux, ils vivaient une prison dehors, une pauvreté extrême, qui te fait sentir comme si tu étais en prison. Donc ça m'a donné ce petit coup de pouce pour réagir. Parce que quand tu penses qu'il y a toujours pire que toi, ça te donne un peu de force pour avoir un peu plus confiance en toi. Ça te donne ce courage de dire « Je peux sortir de cette situation d'une manière ou d'une autre ». Puis tu dois garder en tête que la situation dans laquelle tu es mentale. C'est vrai, il y a la cellule physique, mais la cage, c'est mental. Tu dois toujours penser hors de la cellule, jamais dedans. Si ton cerveau est toujours hors de la cellule, tu arrives déjà à mieux la supporter. Tiens-toi toujours en forme, tout le temps. Moi, je faisais jusqu'à 1000 pompes en une journée, parfois. Petit à petit, mais j'étais épuisé. Le soir, je m'effondrais, je dormais, puis je me réveillais parce qu'on ne te propose rien d'autre à faire. Si quelqu'un te proposait de travailler, de faire quelque chose, tu le ferais tout de suite. Parce que plutôt que de rester dans cette condition, tu préfères faire quelque chose. Mais comme la mentalité, c'est la punition pour te faire payer, alors ils ne te proposent rien.
exprès. Durant l'année à Busto, aucune visite du monde extérieur, pas de télé, seulement des livres et aucune activité. Je n'avais que les entretiens avec l'avocat et ma famille. Donc ta famille, oui, mais après combien de temps? Après, il me semble, 2 ou 3 mois. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes parents la première fois qu'ils t'ont vu? Qui a parlé en premier? C'était mon père et mon frère qui étaient venus. C'est toi qui as parlé? Oui. Tu te souviens de ce On moment-là? s'est salués. Mon père m'a demandé comment j'allais. Et moi, petit à petit, j'ai commencé à raconter. Parce que la première chose que tu dois faire, c'est donner des explications. Ils avaient un regard de jugement vers toi? Ils t'avaient condamné pour ce que les médias avaient dit ou bien ils te voyaient encore comme leur fils, frère? Je pense qu'ils me regardaient comme une personne qu'ils ne connaissaient pas. Un Mario nouveau, qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Donc eux aussi ont dû, en quelque sorte, repartir de zéro avec moi. Ils t'ont abordé avec amour? Oui, ma mère, évidemment. Elle était sous le choc. Elle vivait un traumatisme. Donc elle a été un peu agressive au début. Elle pleurait. Je n'arrivais pas à bien lui expliquer parce que la situation n'était pas calme. Puis avec le temps, elle a compris que ce comportement était un poison pour moi. Et aussi pour elle. Parce que moi, je ne faisais qu'accumuler plus de culpabilité en la voyant comme ça. Et elle n'arrivait pas à obtenir d'explication de ma part. Est-ce qu'elle a fait un parcours avec un psy pour comprendre ou vous vous êtes guidés mutuellement? On s'est aidés mutuellement, oui. On s'est soutenus l'un l'autre. Combien de temps il a fallu pour arriver à ce stade? Quelques années. Ton père et ton frère ont été plus, le mot qui me vient est clément, plus délicats dans leur première approche? C'était différent. Eux, ils étaient sous le choc. Je devais combler ce vide. Je devais leur donner des informations parce qu'ils étaient choqués. C'est logique parce que quand des choses comme ça arrivent, un père ou une mère ne reconnaît plus son fils. À ce moment-là, tu n'es plus leur fils. Tu es presque un étranger. Tu ne l'es pas vraiment, mais au début, c'est comme si tu l'étais. Bien sûr. Il faut assimiler ce qui s'est passé. Exactement. D'autant plus que ce sont des années longues que tu as vécues dans le silence. Personne ne savait rien. Exactement. Moi-même, je me sentais un étranger quand je les voyais. Parce que la vérité était sortie. Le nouveau Mario, c'était quelque chose de nouveau. Et je devais affronter une nouvelle réalité, à part celle sans drogue. Il m'a fallu environ 2 ans pour sortir de la drogue. Donc chaque soir, tu prenais des gouttes, des choses pour compenser, pour dormir? Ça, je l'ai fait pendant 1 année entière. À Busto Arsizio tout le temps? Oui, quelques gouttes avant de dormir. Puis quand je suis arrivé à San Vittore, après peut-être 6 mois, j'ai recommencé à suivre une thérapie parce que j'ai changé de type d'isolement. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, mais ça crée de petits traumatismes. Tu deviens une partie de cette cellule, de cette pièce. Tu es cette pièce. Quand tu la changes, c'est comme si... C'est aussi une petite pièce de 5 mètres carrés. Mais ça te donne ce traumatisme de sentir quand même que tu es dans un endroit nouveau, même si tu es toujours enfermé dans une pièce. Donc, tu dois te réadapter pendant le premier mois. Oui, tu dois reprendre confiance avec chaque centimètre carré de cette pièce. Exactement. Quand est-ce que tu as commencé à aller parmi les autres en prison? En 2007. Donc après 3 ans. Oui. Quand tu as rejoint les autres, est-ce qu'ils savaient pourquoi tu étais là? Bien sûr, j'étais connu de tous. Tu étais connu comme quelqu'un à respecter ou comme quelqu'un à harceler? Alors, mon cas en Italie est vu de manière étrange. C'est pour ça que je te le demande. Alors moi, contrairement à mes coprévenus, je suis le seul à être allé dans les quartiers ordinaires. Les autres étaient tous en quartier protégé. J'ai passé un petit moment en quartier protégé. Puis j'ai eu des problèmes avec une personne accusée d'un délit de pédophilie. Et je suis retourné en isolement pour me libérer de cette section.
Ensuite, j'ai affronté le fait d'être dans les quartiers ordinaires. Mon délit n'est pas... Les détenus ne savent pas comment le classer, parce que ce n'est pas de la délinquance commune. Donc, tu es une personne liée à ce monde de Satan, qui en réalité n'était même pas réel. Mais c'est la perception qu'on en a. Alors, une situation particulière s'est créée, où il y avait une partie qui me comprenait et une partie qui ne me comprenait pas. Certains pensent que tu es un monstre quelconque. Ils ne savent pas comment, tandis que d'autres pensent autrement. On réfléchit différemment et ont vu que j'étais impliqué dans cette affaire quand j'étais jeune. Bien sûr, personne ne m'a jamais dit que ce que j'ai fait était bien. Absolument pas. Au début, j'ai dû me justifier auprès des gens. J'ai dû donner des explications, surtout avec des détenus d'un certain type de criminalité. J'ai dû expliquer, montrer les... Parce que là-bas, ça fonctionne comme ça. On dit comme ça, montre-moi les papiers. Que dans ce cas-là, tu le fais oralement? Non, ce sont vraiment des papiers qu'on te donne quand tu es arrêté avec tous tes délits, tes articles. Et tu peux les garder avec toi en prison? C'est ta carte d'identité. Pour les détenus, tu as fait ça. Tu peux raconter ce que tu veux. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ce papier, comme on dit, la carte parle. Une expression, la carte parle, tu ne peux pas y échapper. En gros, tu seras jugé pour ce que tu as fait, même à l'intérieur. Il y a une sous-culture carcérale. Et j'étais dans une situation nouvelle, où certains me détestaient et d'autres me considéraient comme une personne tranquille. Donc, j'ai dû me débrouiller avec cette mentalité. Puis évidemment, plus je restais là, plus les gens me connaissaient. Et à la fin, ils m'ont connu pour ce que je suis. Tu n'as jamais eu de problème sérieux avec d'autres détenus? Non. Non, sauf des problèmes personnels. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Oui, oui. Des petites disputes. Non, pas de manière excessive. Tu t'es fait des amis? Oui, oui, absolument, oui. Au fil des années, je me suis fait beaucoup d'amis. Et j'ai interagi avec plein de gens, des belles personnes aussi. Il n'y a pas que de belles personnes, évidemment, comme dehors. J'ai beaucoup appris, vraiment appris. Il faut aussi dire que, quand je suis arrivé à Bolat, je n'étais pas habitué à interagir avec les gens. Donc ça m'a pris un bon mois pour recommencer. J'avais l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Je n'arrêtais pas de demander « Est-ce que je peux vraiment sortir? Est-ce que je peux marcher en dehors du couloir ?» Ça ne me semblait pas normal, non. Petit à petit, j'ai repris le rythme et j'ai eu la chance d'être suivi par un éducateur vraiment sérieux et professionnel. Comment il s'appelle? Roberto Bezzi. C'est la même personne qui nous a permis d'entrer dans la prison et de réaliser bientôt cette interview. Il a été parfait parce que c'est lui qui est venu me voir à San Vittore. Il a évalué ma situation. Il avait compris que je pouvais avoir... J'avais des espoirs selon lui. Il a cru en moi. C'est important. Quand je suis arrivé à Bolat, il a attendu une semaine. J'étais encore en phase d'adaptation. Il m'a fait entrer dans un endroit, une salle de musique. Je vois des instruments. J'avais l'impression d'être revenu dans le passé. Imagine, ça faisait 3 ans et demi que je n'avais pas touché une guitare, rien. J'avais presque abandonné. Et il m'a dit, « Tu aimes cet endroit ?» Je lui ai répondu, « Eh bien, splendide. Je ne crois pas mes yeux après ce que je traverse. Ce changement, je lui ai demandé, « Mais pourquoi vous jouez ici ?» Et lui, « Non, à partir de demain, c'est toi qui gères ici. » Comment? Je ne savais pas par où commencer, comment gérer. Que dois-je faire? Il m'a répondu, « Rien, fais. Tu vois ce que tu veux faire. » Il m'a vraiment donné carte blanche. Et ils ont observé comment je me déplaçais. Ça a été très important pour moi. Alors, je me suis vraiment consacré corps et âme. Il t'a donné de l'oxygène pour le cerveau? J'ai pensé, on m'a donné une opportunité et une grande responsabilité. Maintenant, que faire? Parce qu'entrer dans la salle de musique et jouer tout seul n'aurait pas de sens. Que faire?
Jouer tout seul, prendre une salle, ça ne marche pas, non? Puis j'ai commencé à penser en grand. J'ai dit, il y a cet espace magnifique, pourquoi ne pas le partager? Mais comment le partager? Alors j'ai pensé à faire un planning avec des jours et des horaires. J'ai dit, je sais jouer de la guitare, j'enseigne la guitare, commençons comme ça. Je l'ai proposé à Betsy. Il était d'accord. Il m'a dit qu'avant moi, quelqu'un avait déjà essayé de faire quelque chose de ce genre. Très bien, parfait. J'ai organisé tous les horaires. Et puis, j'ai aussi impliqué d'autres détenus et j'ai mis un tableau d'affichage avec écrit que quiconque savait jouer d'un instrument pouvait me contacter. Ils venaient dans ma cellule pour dire s'ils voulaient aussi enseigner. J'ai organisé une semaine complète avec eux, qui jouaient de la basse, de la batterie, n'importe quoi. Moi, je faisais de la guitare. Et avec le temps, j'ai aussi organisé des horaires pour former des groupes. Donc, je pensais toujours plus grand, organiser des concerts, des événements. Ça a été une expérience unique. T'étais heureux? Unique. Oui. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas été aussi heureux et insouciant? Peut-être depuis que j'étais au collège. C'était le Mario de la première vie, parce que j'ai divisé ma vie en 4. La première vie, c'est celle où je suis né, jusqu'à la 3e. La deuxième vie commence à la 3e, en 1995. Avant, non, jusqu'en 2004. C'est la mauvaise histoire que j'ai vécue avec mon crime, mes fautes. La 3e, c'est celle de la prison. La 4e, c'est celle que je vis en liberté. Là, j'ai vraiment senti que je commençais une nouvelle vie, un nouveau Mario. Je reprenais ce Mario adolescent et je l'améliorais, avec toutefois l'expérience que j'avais. J'ai commencé à observer les détenus, à entrer dans leurs histoires personnelles, à réfléchir. J'ai décidé de passer mon temps de manière constructive. J'ai commencé à interviewer des gens. J'ai regardé les gens, quels crimes ils avaient fait, et je demandais « Comment tu fais, toi ?» Plus ou moins. Mais tu le transposes en prison, dans une cellule, et on parlait. Ils venaient chez toi ou tu allais chez eux? Ça dépend. Et donc tu leur disais « Ça te va si je te pose quelques questions sur pourquoi tu es là ?» Oui. Et quelle était l'introduction? Non, moi je leur demandais « Mais au final, qu'est-ce que tu as fait? Tu veux en parler ?» Et moi je leur posais des questions et ils répondaient. Quelle est l'histoire qui t'a touché le plus durant toutes ces années où tu as fait ça? Je ne sais pas s'il y en a une en particulier. Peut-être celle d'un type qui avait tué ses parents. Parce que moi, c'est-à-dire parfois, on se trompe en faisant des comparaisons entre sa propre vie et celle des autres. Mais comme j'ai toujours vécu, même après ce que j'ai fait, avec un certain respect pour ma famille, je ne leur aurais jamais fait de mal, même si au final, je leur en ai fait. Mais pas directement, jamais voulu. Penser qu'on puisse faire ça à son père et à sa mère, ça m'a touché. Ça m'a toujours touché. Et puis, j'ai compris, en parlant avec une personne en particulier, que la vie peut nous mener n'importe où. L'être humain peut connaître n'importe quoi, mais chaque chose a son histoire. Chaque crime a une raison. Il n'y a pas de crime sans explication. Au-delà de l'explication, il y a le soin. J'ai découvert que chaque personne a un remède. Et plus ils me racontaient leurs histoires, plus moi, comme un Lego, je construisais des choses dans ma tête. Et ensuite, j'allais en parler aux psychologues que je rencontrais. Je disais, fais cette chose-là. Et une psychiatre, en particulier, qui m'a beaucoup aidé, m'a encouragé à continuer. Elle disait que, selon elle, je faisais quelque chose de juste, et ça m'aiderait aussi. Et ensuite, que faisais-je? J'allais voir des détenus avec de très longues peines, même Valenzaska, que j'ai bien connu. J'ai eu la chance de bien le connaître. Il me donnait beaucoup de force, parce que c'était des personnes qui avaient déjà fait plus de 30 ans de prison, et ils étaient encore là.
Moi, je leur demandais, c'est-à-dire j'interviewais, mais c'était plus pour moi que pour savoir comment je pouvais avancer, tu vois. Encore des années, je leur demandais, mais comment vous avez fait? Leurs explications m'ont beaucoup aidé. C'est la raison pour laquelle j'ai créé One More Time. Je l'ai fait pour moi. Puis je me suis rendu compte que c'était comme ça, je le dis souvent, c'est quelque chose de valeur, ce que je recevais, que je trouvais fou de ne pas le partager avec les autres, non? Mais c'est vraiment né comme ça. D'ailleurs, je voulais te demander, tous ces morceaux, ce sont le récit des personnes qui, pendant ces années, t'ont donné des morceaux de leur pourquoi, de leur âme. Est-ce qu'ils t'ont aidé à reconstruire ton propre puzzle personnel? Oui. J'ai beaucoup reçu d'aide de la part de nombreuses personnes, même si elles ne savent pas qu'elles m'ont aidé. Certaines n'étaient pas conscientes. Certaines l'étaient, bien sûr. Elles ont remarqué que j'avais besoin d'entendre certaines choses, certains récits. Moi-même, je me suis toujours mis à disposition de ceux qui avaient des problèmes. Parce que j'ai eu des moments de baisse, un vrai pic complet. Moi, évidemment, même en isolement, j'ai eu des problèmes de dépression très graves. Et j'en suis remonté tout seul. Puis, ça m'a surpris, parce que je suis en train d'écrire un livre dans lequel je mets mon expérience à disposition des autres, pour enseigner comment j'ai fait pour sortir de la dépression, des attaques de panique, du sevrage et de la drogue, des dépendances. En fait, mon livre parle justement de ça. Je suis en train d'écrire un livre qui parle des dépendances. Comment j'en suis sorti? Tu peux enseigner, tu peux aider quelqu'un. J'ai décidé de le faire justement parce que je les ai vécus de façon très grave. Et j'ai vu que quand je remontais, je me rendais compte que cette période terrible était indispensable pour moi. Combien de temps dure le purgatoire? Je veux dire, à quelle année, à quel moment précis, si tu t'en souviens, tu comprends que tu repars de toi-même, que tu as laissé derrière tout ce que tu as raconté? C'était en 2008, à cheval entre 2008 et 2009. Donc 4 ou 5 ans après, au début de l'incarcération? Oui, j'avais changé de prison. De San Vittore à Bollate. Évidemment, j'ai eu un tournant positif. Et là, ça m'a pris au dépourvu. Je n'aurais jamais imaginé avoir une autre dépression. Celle-ci a peut-être été la pire de toutes. Tout allait bien, puis soudainement, j'ai commencé à penser que tout ce que je faisais était inutile, que ça resterait juste là-dedans, que ça ne servait à rien, et j'ai eu une chute complète dans la dépression. Alors, je suis tombé très bas, dans les recoins les plus sombres de la dépression, au lit. Je ne voulais plus voir personne, je ne voulais plus entendre personne, je restais toujours en pyjama, je me levais seulement pour manger, j'étais complètement bloqué totalement. Je ne voulais pas. On m'appelait pour les entretiens, chez le psychiatre, chez le psychologue. Je ne voulais voir personne. J'ai même commencé à ne plus me laver. J'étais vraiment découragé. C'était une tristesse. Et dans mon cas, c'était un peu justifié. Parce que je sentais le poids du monstre. Je sentais encore. Mais c'est une chose fictive. C'est une illusion. Ils me tiennent juste tranquille. C'est très lourd parce que quand tu arrives à cette conclusion, tu n'as plus d'étincelle. Qu'est-ce qui te relève là? Comment tu fais pour te relever dans cette situation? Rien, ça s'est passé comme ça. Du jour au lendemain, j'ai dit « basta ». C'est toujours moi qui change les choses. Ce n'est pas la situation qui change. C'est moi qui prends une décision et après la situation change. Il faut juste avoir de la patience et garder la constance. Mais je me suis dit « d'accord, le jour où je serai fatigué, je me repose, c'est tout ». C'est très simple d'un côté, mais il faut beaucoup de force pour remonter du fond. Parce que tu es au fond d'une poubelle, d'une fosse. Tu es dans une fosse. Il faut réussir à avoir cette lueur. Ouais, cette partie-là. Combien de temps a duré cette période? Ça a duré presque 6 mois. Tu t'en es sorti avec un thérapeute ou tout seul?
Je me souviens avoir fait quelques entretiens avec Benzi et avec la psychiatre, mais ce n'était pas... Bon, Benzi essayait de me stimuler, évidemment, mais il avait compris qu'il y avait quelque chose de très lourd. Il avait clairement compris que je devais affronter quelque chose de très important à l'intérieur de moi. Quant à la psychiatre, elle a essayé des traitements. Au début, ça ne fonctionnait pas bien. En fait, j'avais même eu des effets secondaires avec certains médicaments. Mais... Elle t'a donné des psychotropes? Oui. Ok. Elle essayait de m'aider, évidemment. Bien sûr. Mais ils n'ont pas eu d'effet, parce que chacun réagit à sa On manière. réagit différemment. Alors j'ai décidé d'arrêter. Et puis, c'est venu tout seul. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es remonté la première fois, ton corps l'a mémorisé. Même si tu n'en es pas conscient, c'est en mémoire. Tu dois juste y croire. Tu ressors, du jour au lendemain. Je me suis réveillé un jour et j'ai dit, c'est fini. J'avais besoin de cette période et je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu cette période. Oui, ça t'a permis de tout remettre à zéro, de changer de cap, mais surtout de prendre conscience de ce qu'il y avait derrière parce que tu commençais vraiment un nouveau voyage. En réalité, je n'étais pas encore sûr. Après, j'ai acquis la vraie confiance. Puis, j'ai eu un grand coup dur quand mon père est décédé. Quelle année? En 2016. Je suis sorti en 2017. Donc, la chose triste, c'est qu'il voulait juste me voir dehors. Il venait toujours te voir? Oui. Il manquait un an. J'avais déjà commencé les permissions et le bénévolat. J'entrais et sortais de prison. J'allais faire du bénévolat dans un centre d'accueil, à la Casa della Carità. Il était malade? Tu savais que ça allait arriver? Comment ça s'est passé? C'était pratiquement une crise cardiaque foudroyante. Évidemment, tout le stress de cette histoire, il donnait l'impression d'être très fort, mais peut-être qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Peut-être qu'il supportait, oui. Mais je pense que tout cela, dans son ensemble, l'a affaibli. Et malheureusement, pour moi, ça a été un choc. Parce que vivre ça enfermé, c'est différent. J'avais aussi l'espoir qu'il me voie dehors, parce qu'il était fier de moi. Il m'avait vu changer. Il était content, il était heureux de ça. Quand tu étais en prison, t'a-t-il déjà dit à un moment donné qu'il était fier de toi, Oui. qu'il avait vu ce changement? Oui. Est-ce que ça t'a donné de la force? Oui, je me souviens qu'il m'a aussi dit « Heureusement que tu es arrivé ici, parce que maintenant tu vas bien. » Et ça pour moi, ça a été un autre saut dans l'abîme, tu vois. Je m'y suis vraiment replongé et je me suis aussi laissé aller. Ils m'ont complètement submergé de tristesse. J'ai pensé, maintenant, qui va m'aider ici? Et c'est justement mon père qui m'a aidé. La pensée qu'il n'aurait pas voulu ça, j'ai pensé, si je suis comme ça, lui ne serait même pas content. Je lui ferais du mal. Alors ce qu'il voulait vraiment, c'était que je sois bien. Et à la fin, il m'a aidé, même mort. Tu es allé à ses funérailles, ils te l'ont permis? Oui, mais je n'ai pas réussi à le voir. Je suis arrivé à la fin. À cause des horaires, des transports, ce genre de choses. Comment il s'appelait? Giovanni. Ok. Alors il se passe que ma période de semi-liberté a commencé en 2015. Il y a eu un projet entre la mairie de Milan et la prison de Bollate. Un projet visionnaire lié à l'Expo de Milan. Expo 2015. Ils ont sélectionné un certain nombre de détenus pour travailler à l'Expo. Moi, j'étais chargé des contrôles des entrées et sorties et faisais aussi des rondes dans les pavillons. C'était juste à côté de la prison. Bien sûr, j'étais là. Ça a été une expérience vraiment énorme pour moi. Du jour au lendemain, j'étais plongé dans une mer de gens du monde entier. Et ça m'a beaucoup aidé pour quand je suis finalement sorti. Cette expérience a été
très belle. Et ici vient le point crucial. Peu avant de sortir de l'expo, j'avais 3 sorties. Parce que la première expérience qu'ils avaient organisée pour mes sorties était le bénévolat, où j'ai rencontré cette personne, un de mes grands amis, qui est le responsable de la Casa della Carità, qui a toujours cru en moi, depuis la première fois qu'il m'a vu jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai fait les 3 premières fois. Je reçois une lettre. C'était Paola. Je n'y croyais pas. Je me souviens que quand je parlais avec mes amis là-dedans, je parlais toujours d'elle. Et je disais toujours à tout le monde, mais qui sait si elle est mariée, si elle est engagée, si elle est libre. Je disais à tout le monde, je veux juste voir si je me rendrais compte qu'elle est engagée, je ferai une croix, je la laisserai vivre sa vie tranquille. Le principal, c'est qu'elle aille bien. Sinon, j'essaierai de la reconquérir. Je reçois cette lettre et c'était elle. Incroyable. Elle a eu une patience incroyable. Oui. Elle a eu... Et elle, quand elle a vu mon arrestation à la télévision, elle a compris cette lettre. Tout est devenu clair dans sa tête. Elle a compris que je la protégeais avec ma façon de penser à l'époque, avec cette mentalité déformée que j'avais, mais j'ai aussi essayé de la protéger comme ça. Bien sûr, elle a beaucoup souffert. Parce que me voir comme ça, sachant que j'étais là-dedans, elle ne savait pas ce qui m'arrivait. Elle ne savait rien. Elle a eu énormément de courage de m'écrire. Moi, je ne savais même pas où elle était. Je ne savais pas comment la rejoindre. Je ne savais pas où elle habitait, je ne savais rien. Elle savait évidemment où me trouver. Elle a lu mon livre que j'avais écrit en 2011. C'est à partir de là qu'elle a trouvé le courage. Elle m'a écrit qu'elle avait compris pourquoi je lui avais envoyé cette fameuse lettre. Et quand elle m'a écrit qu'elle était proche de moi, j'ai compris qu'on ne peut pas s'opposer à certaines choses. Je l'ai accueillie. Je lui ai dit, « Paola, recommençons. Maintenant, je ne suis plus celui d'avant. » Elle m'a écrit, « Je le sais. Je le savais. Je savais déjà que tu n'étais pas celui-là. » Vous avez le même âge ? Oui. Donc elle a commencé à t'écrire à l'âge de 15 ans. Quand elle a vu l'annonce dans ce magazine spécialisé, le nom m'échappe. Metal Choc. Mais c'est incroyable. Oui. C'était incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Probablement parce que j'y ai toujours cru, et elle y a toujours cru aussi. Ce doit être ça. Il te libère. Et qui vient te chercher ? Alors, il y a un problème à Bolat. Ok. Il se trouve qu'en 2017, malheureusement, j'étais dans cette phase où je souffrais à cause de mon père. Et ils m'ont pris en prison. Comme à Bolat, on te permet d'avoir un ordinateur, mais pas connecté. hors ligne, pour étudier ces choses-là. Moi, j'avais une clé USB avec une connexion Internet dans la cellule pour me connecter à Internet et la contacter. Parce que le fait de pouvoir l'appeler quand je sortais ne me suffisait pas. Notre relation devenait de plus en plus forte. Nous avons eu nos premières permissions ensemble. C'était la première fois que nous nous voyions en personne, ce qui n'était jamais arrivé. Elle était restée la même, incroyable. Quelle année, quand tu la vois lors d'une première permission ? 2015. Donc, d'accord, 11 ans après. Oui. Et on m'a transféré à Monza, une prison punitive. C'est-à-dire qu'après toute cette incarcération, je me retrouve comme au début, dans une prison punitive, une prison où le taux de suicide était vraiment très élevé. J'y ai passé les 6 derniers mois, sans la revoir, puis j'ai été libéré. Qui vient te chercher le jour de ta libération ? Ma mère. Ok.
Et comment est ta relation avec ta mère aujourd'hui? Magnifique, vraiment magnifique. Vous êtes donc reparti de là avec une Oui, relation nouvelle, plus Bien mature. sûr. Et après ta libération, quelle vie mènes-tu? Tu es retourné vivre chez ta mère le jour de ta sortie? Absolument pas. Je n'ai voulu l'aide de personne aussi parce que Tu avais mis un peu d'argent de côté, tu travaillais à... pas grand-chose. Il y avait quelque chose, mais c'était vraiment peu. Quel travail faisais-tu en prison? J'avais accumulé un peu d'argent là-bas grâce à cette expo. Ok. Puis j'ai travaillé dans un centre d'appel à trier des fax pour Wind. Toujours en prison? Oui, Ok. c'était une coopérative. Après, je n'ai pas travaillé pendant un bon moment. Pour ton choix? Non, parce qu'il n'y avait pas... Il ne m'embauchait pas. La prison fonctionne un peu comme dehors. Donc, Oui. ce n'est pas sûr qu'il Non, non. y ait forcément du travail Non, pour tout le absolument monde. pas. En fait, Bolat, qui n'est pas pour tout le monde, est celle qui en a le plus. Dans toutes les Ok. autres prisons, il n'y a pas de travail. Donc, tu ne veux rien demander à personne, tu as accumulé peu d'argent, et quel choix... Il se passe que je frappe à la porte de mon ami, le responsable de la Casa de la Carita, en lui demandant « Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main ?» Après tout, je lui avais donné un coup de main pendant longtemps. On se taquine beaucoup, on a une bonne relation. Et il m'a permis de continuer à faire du bénévolat dans une petite maison pendant un certain temps. Je travaillais à la réception, je faisais des gardes et je vivais à Milan, en plein Milan. Je n'arrivais pas trop à... Ce n'était pas comme les permissions, c'était vraiment repartir de zéro. La société, imagine, de 2004 à 2017, deux choses complètement différentes. Il n'y avait même pas tous ces réseaux sociaux. Le portable, je me souviens que le plus évolué faisait une vidéo de 10 secondes. Bien sûr. Moi, j'observais les gens, je voyais que tout le monde était collé au portable. Avant, il n'y avait pas ça. Ils parlaient une autre langue. Le seul moyen que j'avais pour bien capter les informations de l'extérieur, c'était « Bon, tu as des permissions, mais tu es pris dans ce que tu fais. Tu ne peux pas aller là-bas ou ici. Tu discutes avec ceux avec qui tu as affaire. Tu vois un peu la réalité dehors, mais tu ne la vis pas. Mais déjà, tu te fais une idée. Et là, je voulais entrer dans la nouvelle mentalité. J'ai vu que tout était sur ordinateur, tout était sur les réseaux sociaux, tout était là. Alors, je me suis dit que si je voulais m'intégrer, il fallait que j'aille là-bas, que j'aille sur l'ordinateur. J'ai commencé à regarder, je me souviens, des vidéos sur YouTube, des cours. Je ne savais même plus par où commencer, parce que je me disais, des cours sur quoi? Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Il y avait des choses nouvelles que je ne connaissais pas. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce nouveau monde. Je n'aime pas ça, je te dis la vérité. Parce que tu es parti en vacances pendant toute la période où tout s'est évolué, donc tu es arrivé Exactement. là où on te l'a Exactement. imposé dans ta vie. Vous n'avez pas grandi ensemble. Mais j'ai ressenti un appel. Je veux dire, Milan m'étouffait. Je me sentais vraiment étouffé. Toute cette foule, tout ce... Cette frénésie. Oui, puis cette froideur, on ne te regarde même pas en face. Tout ce béton, cet air que je n'aime pas. Je cherchais la liberté, voilà. J'avais l'impression d'être sorti d'une prison pour rentrer dans une plus grande, tu vois? Être à Milan. Et où as-tu trouvé la liberté? Je ressentais cet appel constant de la nature. J'avais besoin d'être dans la nature, parce qu'au final, quand j'étais dedans, beaucoup de détenus ont vécu ça. Quand tu fermes les yeux et que tu rêves toujours d'un paysage où tu es dans la nature, où il y a la mer, la montagne. Tu rêves toujours d'être en contact avec ça. Au final, je me suis dit, pourquoi devrais-je me priver de ça? Je sentais que mon habitat était là. C'était pour ça que j'étais mal à l'aise. J'ai eu d'autres attaques de panique, parce que le traumatisme, tu vois, je devais me réadapter. Je pensais l'avoir vaincu à l'intérieur, mais dehors, il est revenu. Il s'est manifesté à nouveau. De manière impérieuse. Ensuite, j'en suis toujours sorti seul. Et j'ai appris des exercices, des techniques qui me permettaient de survivre aux attaques de panique. Puis j'ai finalement trouvé comment les soigner vraiment. En fait, elles ne sont plus jamais revenues. Je m'étais promis, dès ma sortie, d'arrêter de fumer des cigarettes
parce que j'en fumais beaucoup. Je suis sorti et depuis 2017, je n'ai plus fumé une seule cigarette. Il y a eu ce désir de me purifier, vraiment de me désintoxiquer de tout poison, de toute chose nuisible. Et j'ai senti que c'était ma voie. Alors, avec Paola, nous avons décidé d'aller en Sardaigne, où j'ai trouvé ma place. C'est ce que je cherchais, beaucoup de nature intacte, c'est ça que je voulais. Je suis un amoureux des randonnées, de la nature en général. Et je n'ai plus pu m'en passer. Alors qu'ai-je fait? Comme il m'a été très difficile de trouver un emploi, quelqu'un comme moi, à moins d'être aidé par le milieu ecclésiastique ou par un parent qui peut t'embaucher, je n'avais personne qui pouvait me donner un travail. J'ai essayé. Mais malheureusement, ce n'est pas fait exprès, mais quand ils embauchent quelqu'un, ils vont souvent voir sur Internet pour regarder ton profil. Rien de très spécial. Si tu es sur Instagram, sur Facebook, mon nom apparaît sur Google, ils voient qui je suis, avec la photo et tout. Je ne peux pas fuir, malheureusement, ma situation médiatique est celle-là. Je ne peux pas fuir. Donc, j'ai dû trouver mon propre monde dans le numérique. Donc tu as regardé un peu de tutoriels, tu as appris ce monde-là et à partir de là, Exactement, tu as commencé à faire des travaux dans le numérique. Tu as anticipé le télétravail et tu travailles essentiellement à distance en faisant des travaux dans le monde digital. Comment ça va avec l'amour? Tu es content de ce choix? Bien sûr. C'est beau. Il faudrait faire un épisode juste sur l'histoire d'amour parce que c'est incroyable. C'est vrai. Et puis, j'ai continué à jouer de la musique. J'ai trouvé ma dimension. Maintenant, moi, j'aime beaucoup l'ambiance, la musique relax aussi. Je n'ai jamais arrêté de jouer du métal. Jamais. Okay. Le rock, le métal, j'aime toujours ça. Mais j'ai élargi ta sphère. Oui, jazz, blues, de tout, électronique, j'aime tout. Et je le joue. Alors j'ai commencé à expérimenter en allant dans la nature pour jouer là-bas. Je prends la guitare, je vais dans un endroit qui me donne de l'énergie, je ressens une belle atmosphère, je me mets à enregistrer, vraiment en pleine nature, en direct. Et j'enregistre ces morceaux, je fais des vidéos. J'ai aussi une chaîne YouTube. De temps en temps, je publie quelque chose. Ça s'appelle Mario Maccione? Mais vraiment justement comme une libération, comme liberté, voilà. Je voulais donner une empreinte de liberté. Et puis, j'ai voulu transmettre un message important, en profiter. J'ai commencé à faire des podcasts, puisque beaucoup de gens qui me connaissent me demandent toujours comment est la prison, comment ce n'est pas. J'ai commencé à faire des podcasts sur la prison et j'ai vu que beaucoup de personnes qui m'ont contacté sont aidées à la fois pour comprendre ce monde et pour mieux se comprendre eux-mêmes. Où peut-on trouver ces podcasts? Sur ma chaîne YouTube. Ok. Alors j'en ai fait 4 pour le moment. Selon moi, ce n'est pas que je sois un professionnel. Je me suis réinventé, j'avais des micros. D'ailleurs, on entend que les premiers podcasts sont enregistrés comme ça. Mais grâce à ça, peut-être, on avait l'impression que je parlais depuis la prison. Ok. Ça donnait justement cette atmosphère que j'étais en prison, en train de te parler, que mon objectif était vraiment de te faire entrer dans ce monde. Et pendant que je te raconte cette histoire, comme si c'était un livre, tu es là avec moi. La même chose avec la musique. Je fais des vidéos où je joue parce que mon souhait, c'est que tu sois avec moi à ce moment-là, que tu ressentes aussi cette atmosphère. Tout cela toujours dans le but de donner un peu de liberté aux gens. Et je dois dire que ce podcast est en train d'atteindre petit à petit l'objectif que je poursuis. Je voulais te poser une question avant. As-tu changé d'avis sur l'Église? Alors, j'ai changé d'avis sur les personnes parce que celui qui devient prêtre ou sœur ou qui croit vraiment, s'il le fait bien, je suis le premier à le soutenir. Je ne suis plus contre. Je ne suis plus anti-tout comme avant. Es-tu ouvert au monde et à l'univers? Absolument. Je crois aux personnes bonnes.
Je crois que le bien existe, même si de nos jours, ce n'est pas facile d'y croire. Mais je sais qu'il existe, je le sais. Parce que même en enfer, j'ai vu qu'il y avait du bien. Dans l'enfer, il y avait du bien. Donc, il y en a partout. Il faut croire en cela. Je ne crois pas en l'Église, en son institution. Je n'y crois pas dans le sens où, personnellement, je crois en d'autres choses. Mais tu accueilles les personnes d'église. Absolument. Les personnes bonnes, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes, même musulmanes, peu importe. Ce sont des personnes bonnes à l'intérieur. Tant mieux. Avant de te poser la dernière question, je voudrais te demander, y a-t-il un appel que tu veux lancer ? Y a-t-il quelque chose que les gens qui t'écoutent ou te suivent peuvent faire pour t'aider ? As-tu un grand désir aujourd'hui dans ta vie ? Mais le message que je veux transmettre et que j'aimerais que les gens perçoivent, c'est qu'il y a toujours une possibilité. Surtout pour ceux qui sont sur le point de se tromper ou ceux qui jugent. Surtout ceux qui jugent, en fait. Parce que très souvent, les gens se trompent aussi à cause de ceux qui les jugent. C'est une chaîne. Donc, il faut d'abord se regarder à l'intérieur. Moi, je peux même être considéré comme un monstre. Ce que tu veux. Mais toi, de l'intérieur, toi qui me juges comme un monstre, tu ne me connais pas. Arrête-toi. Parce que personne n'est Dieu. Personne n'est Dieu. Et surtout, n'empêchez pas les personnes qui se sont vraiment repenties, surtout celles-là. Ne les jugez pas, parce que cela donne de l'espoir à tout le monde. En prison, j'ai appris une chose très importante. Il y avait des gens de toutes sortes, n'importe qui. Cet endroit est ouvert à tous. Il n'y a pas de « moi, je suis un bon citoyen », parce qu'il y avait des gens qui faisaient exactement le bon citoyen. Et un jour, ils se sont retrouvés à l'intérieur. Donc, il faut réfléchir à ça. S'entraider, ne pas juger, ouvrir son esprit. Mais surtout, ce à quoi je tiens beaucoup, c'est d'aider ceux qui ont fauté et ceux qui veulent fauter. Il y a des personnes qui méditent des vengeances, qui pensent à des choses très graves, même à tuer. Je veux lancer un message important. Arrête-toi. Tu es encore à temps. Le monde n'est pas comme tu le crois. C'est important, ça. Change tes convictions. Tu peux les changer quand tu veux. Personne n'est né avec une conviction. Tout le monde peut changer. Je suis fermement convaincu de ce que tu dis. Je crois qu'aucun être humain ne naît mauvais. Nous sommes le fruit de l'endroit où nous avons grandi, des personnes avec qui nous avons grandi, des relations que nous avons eues. Et parfois, à cause d'une déception, nous avons cherché une réponse au mauvais endroit. Nous avons grandi avec de mauvaises valeurs, de faux idéaux. Peut-être que nous nous sentions transparents aux yeux du monde et nous avons trouvé une place, mais dans le mauvais endroit. Et là, on se sentait important. Mais comme tu l'as dit, il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Jamais. Et je suis très d'accord avec toi. Je vais te poser la dernière question. Je voudrais te demander si, au cours de ta vie, tu as déjà été fier de toi. Oui. À quel moment ? Ça a été quand je me suis rendu compte que j'étais en train de changer. Quand j'ai vu que j'avais changé mes convictions, en les comparant avec celles que j'avais avant, j'étais exactement l'opposé. Ma façon de penser était complètement différente. Là, j'étais fier. Parce que je me suis rendu compte que c'était possible. Nous sommes faits ainsi. Nous nous adaptons. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Tu as été courageux, ça, pendant de nombreuses années de ta vie. Tu as été sincère, tu as été honnête et tu as été très humain. Donc je t'en suis reconnaissant et j'espère que ce témoignage servira à beaucoup d'autres personnes. Merci Mario. Alors, c'est moi qui te remercie de m'avoir donné cette opportunité de transmettre un message et de raconter une histoire. Merci.
Salut tout le monde, merci de m'avoir si bien accueilli dans cette saison avec ce nouveau projet. J'espère que l'âme de One More Time puisse continuer à vous toucher et que les épisodes continuent à vous plaire. Je vous laisse ici autour de moi d'autres interviews que je vous conseille fortement qui m'ont vraiment touché. Je vous remercie et belle allée.